La tige de ma flûte de champagne tremblait entre mes doigts, mais je me persuadais que c'était à cause de la climatisation, pas de mes nerfs. Le domaine des Langford resplendissait autour de moi, lustre en cristal, miroir à feuilles d'or, et au moins 3 violonistes en direct nichés dans les coins comme du mobilier de luxe. Tout était exactement comme dans mes souvenirs, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Céleste rayonnait sous les lumières du jardin, riant aux côtés de son fiancé tandis que les invités tourbillonnaient autour d'eux. Quelqu'un passa près de moi avec un plateau de petits gâteaux au crabe que je n'eus même pas la force de regarder. Je me glissai davantage derrière un ficus près des portes de la terrasse, espérant que personne ne remarque que je n'avais pas encore salué tout le monde. Je connaissais cette histoire. Je l'avais déjà vécue, juste pas avec autant d'éclat. Mon père tapa une cuillère en argent contre son verre. La salle se tut avec une élégance bien rodée. Tous les regards se tournèrent vers l'estrade en marbre où lui et ma mère se tenaient, rayonnants. Je fis un pas en arrière, juste assez pour voir sans être vu. Nous sommes si fiers d'annoncer, commença mon père, d'une voix douce et assurée, que Céleste et Nathan vont recevoir un petit cadeau de fiançailles pour bien commencer leur vie ensemble. Il fit une pause théâtrale. Une contribution de 1,5 million de dollars pour l'achat de leur première maison. Des exclamations, puis des applaudissements polis. Mon cœur se serra, puis se stabilisa. Bien sûr, ce n'était pas le montant qui faisait mal. C'était la facilité avec laquelle on le leur offrait, comme si elle l'avait simplement mérité en existant de la bonne façon. Mais ensuite, son regard balaya la pièce pour se poser sur moi, tel un projecteur. Évidemment, dit-il en riant comme s'il faisait participer le public à une blague privée, nous aimerions pouvoir offrir autant à nos 2 filles. Mais bon, tout le monde ne choisit pas un chemin qui mérite d'être soutenu. Quelques invités rirent, mal à l'aise. D'autres baissèrent les yeux. Le champagne dans mon verre vacilla. Je souriais encore. Je crois que quelque part à l'intérieur, quelque chose s'est fendu, puis je l'ai vu. Un regard à travers la pièce, au-delà du bruit, au-delà de la blessure. Grand-mère Ruth. Ses yeux ne sillèrent pas. Ils restaient posés, inébranlables. Et dans ce silence, j'ai ressenti la première fissure de quelque chose d'autre. Quelque chose qui ne casserait pas, mais s'ouvrirait. La première fois que j'ai compris que je ne brillais pas comme Céleste, j'avais 8 ans. Elle venait de remporter le concours d'orthographe du comté, sa photo dans le journal local avec un ruban doré épinglé à sa robe. Cette même semaine, mon aquarelle représentant les roses du jardin avait été choisie pour être exposée au bureau de l'école primaire. Je l'avais montrée à ma mère au petit déjeuner, le cœur battant, les doigts tachés de peinture. Elle m'avait souri distraitement et avait dit « C'est mignon, Ivy. » « Céleste, tu veux relire ton discours de remerciement ?» C'était toujours comme ça. Céleste éblouissait. Moi, je flottais silencieusement en bordure de l'attention, collectionnant des moments qui semblaient être des victoires, mais que personne n'appelait ainsi. Elle rapportait des trophées. Moi, je ramenais des dessins. Elle prenait des cours de français, rejoignait le conseil des élèves, devenait capitaine de l'équipe de débat. Moi, je passais mes après-midi dans l'atelier de garage que j'avais installé avec grand-mère Ruth, un vieux chevalet, un ventilateur prêté, et un tiroir en plastique rempli de pinceaux. Mes parents appelaient ça une phase. À 12 ans, j'ai gagné un concours régional d'art. On m'a envoyé un certificat avec un sceau doré. Il est resté 2 jours sur le comptoir de la cuisine, oublié, jusqu'à ce que Ruth décide enfin de l'encadrer elle-même. Elle a quelque chose qu'ils ont oublié comment apprécier, murmura-t-elle à personne en particulier, en l'accrochant au-dessus de sa cheminée. Ruth n'applaudissait pas plus fort que les autres, ni ne me poussait à prouver quoi que ce soit. Elle prêtait simplement attention. Quand je parlais de contraste ou de théorie des couleurs, elle écoutait comme si je disais quelque chose de réel. Quand je lui faisais remarquer comment la lumière changeait après la pluie, elle hochait la tête et disait « Tu vois le monde différemment. » Ce n'est pas un défaut. Céleste ne s'est jamais moquée de moi. Elle n'en avait pas besoin. Son succès était d'un miroir permanent, toujours prêt à refléter ce que je n'étais pas. Et j'ai longtemps essayé de rattraper mon retard. Mais sur chaque photo, à chaque récital, chaque discours familial, j'étais celle une poupette éclatée par l'instant. Sauf dans le monde de Ruth, où je n'étais pas presque aussi. J'étais tout simplement. Et ce souvenir d'avoir été suffisante dans les yeux d'une seule personne, c'est ce qui m'a donné la force de tourner la poignée de la porte de la salle de bain, sachant que je ne pouvais pas m'y cacher éternellement. En terminale, j'avais arrêté de parler de peinture. Ce n'était pas dramatique, juste un repli discret. Un portfolio resté sous mon lit. Un carnet à croquis enfoui au fond d'un tiroir.
Quand j'ai dit à mes parents que j'avais postulé à Wharton au lieu de l'école d'art que je voulais vraiment, ils ont rayonné comme si j'étais enfin arrivée à destination. C'est Livy qu'on savait toujours présente en toi, déclara mon père, en me tapotant l'épaule comme si je revenais d'un long détour erroné. Ma mère commanda une housse d'ordinateur portable avec mes initiales avant même que la lettre d'admission n'arrive. J'ai porté cette nouvelle version de moi comme un costume trop grand, jamais vraiment à ma taille, mais assez convaincant de loin. Les cours m'abrutissaient. Les événements de réseautage m'épuisaient. Je suis devenue experte en tableur, en stratégie de positionnement, et en faire semblant d'aller bien. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste dans un cabinet de conseil à Midtown Manhattan. Étage élevé, vue imprenable, un bureau près de la fenêtre. Je pleurais presque tous les jours avant le déjeuner. Personne ne le remarquait, ou alors, s'ils l'avaient fait, ils étaient trop polis pour le dire. Ce n'est pas un grand événement qui m'a poussé à partir, mais plutôt une accumulation de petits silences, regarder mon reflet dans le miroir des toilettes entre deux réunions et ne pas reconnaître la femme qui me regardait. Un vendredi après-midi, je suis sortie avec un carton rempli de fournitures de bureau, et je ne suis jamais retournée. Je n'ai même pas prévenu mes parents avant plusieurs semaines. Ils pensaient que je prenais du temps pour revoir mes priorités. C'était leur expression pour tout ce qu'ils ne comprenaient pas. Ce que j'ai fait à la place, c'est m'inscrire à des cours d'art en soirée dans une association du centre-ville. J'ai loué un petit appartement sans ascenseur à Ridgewood et j'ai recommencé à dessiner, d'abord maladroitement, puis avec une urgence croissante. La joie n'est pas revenue d'un coup, mais quelque chose comme la respiration, si. Finalement, j'ai lancé un programme artistique le week-end pour les enfants du quartier qui ne pouvaient pas se permettre des cours en studio. On travaillait dans des parcs, des sous-sols, des espaces prêtés. Il apportait des couleurs sauvages, sans règles. C'était chaotique et magnifique. Non, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Mes parents appelaient ça « jouer à la maîtresse ». Mais chaque fois qu'un enfant me tendait un dessin dont il était fier, je me rappelais qui j'étais avant d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Et c'est cette version de moi que j'ai mise dans ma valise quand l'invitation aux fiançailles de Céleste est arrivée. L'enveloppe était épaisse, crème, avec des bords gaufrés dorés, exactement le genre de papeterie que ma mère aurait choisi pour tout ce qu'elle voulait faire paraître inévitable. Elle est arrivée un mardi, coincée entre une facture d'électricité et un rappel de rendez-vous chez le dentiste. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Mes doigts sont restés suspendus au bord du rabat avant que je ne la remette dans la pile, intacte. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'enveloppe reposait sur le comptoir de la cuisine, comme si elle me mettait au défi de la toucher à nouveau. Le lendemain matin, j'ai appelé Milo. Il n'a pas répondu, mais m'a envoyé un SMS 5 minutes plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai envoyé une photo de l'invitation avec juste ces mots. Est-ce que je devrais y aller? Il m'a appelé immédiatement. Est-ce que tu en as envie? A-t-il demandé. J'ai envie d'y mettre le feu, ai-je répondu. Alors probablement que oui. Ivy, je suis sérieux. Si tu n'y vas pas, tu te demanderas toujours ce que ça aurait fait. Et si tu y vas, peut-être que ça ne changera rien. Mais au moins, tu arrêteras de fuir des fantômes. Je détestais qu'il ait raison. Plus tard dans la soirée, j'ai sorti la vieille boîte à chaussures que je gardais sous mon lit. Des lettres de grand-mère Ruth, accumulées sur des années, toutes écrites dans la même écriture ronde. Elle n'avait jamais utilisé de mail, jamais envoyé de texto, rien que de l'encre et du papier. Une lettre datant de l'année où j'avais quitté mon travail disait « Ton chemin est le tien à nommer. Ne laisse personne te dire qu'il doit ressembler au leur pour mériter d'être suivi. » Une autre. Certains construisent des maisons à partir d'attentes. D'autres plantent des jardins dans leurs fissures. J'ai lu jusqu'au lever du soleil. Quand j'ai finalement répondu « oui » à l'invitation, je ne l'ai dit à personne. J'ai acheté une robe noire de seconde main et une paire de collants sans trous. J'ai refait mes ongles. Rien de voyant, juste de quoi me sentir à nouveau en contact avec la version de moi que j'évitais. La veille de la fête, j'ai préparé mon sac de nuit, me suis assise au bord du lit, et ai glissé une des lettres de Ruth dans la poche de mon manteau. Et le matin venu, j'ai pris le train pour le Connecticut. La maison n'avait pas changé. Les mêmes colonnes blanches, la même fontaine qui gargouillait dans l'allée circulaire. Même les fleurs semblaient mises en scène, des hortensias blancs en pleine floraison, comme s'ils avaient été commandés ainsi. J'ai franchi la porte d'entrée pour retrouver une pièce que j'avais mémorisée mais à laquelle je n'avais jamais appartenu. « Chérie, tu es venue, » dit ma mère, en m'embrassant l'air près de la joue. Son regard me balaya de la tête aux pieds comme une estimation. « Tu as l'air confortable. »
Tu veux emprunter quelque chose du dressing de l'étage? Ça ira, ai-je dit en serrant un peu plus fort mon sac. Les 30 premières minutes sont passées dans un flou. Une tante que je reconnaissais à peine m'a demandé si je faisais toujours mon petit truc artistique. Quelqu'un m'a prise pour la nounou d'une cousine. Chaque conversation finissait par un glissement poli vers le succès de Céleste, comme si tout avait été écrit à l'avance. Je me suis installée dans un coin de la salle de bal, sous une applique qui ne clignotait pas. J'ai regardé Céleste traverser la pièce comme si elle était faite de lumière. Chaque geste gracieux, chaque compliment esquivé avec une humilité bien rodée. Elle m'a vu une fois et m'a fait un signe de la main. Je lui ai rendu son geste, sans savoir si elle viendrait. Elle ne l'a pas fait. Mon père tapa sur son verre. Le silence s'installa. Nous sommes honorés de vous accueillir ce soir, commença-t-il, le bras passé autour de la taille de ma mère, et ravi de célébrer ce couple remarquable. Il regarda Céleste, puis Nathan, son fiancé. En guise de petits gestes pour soutenir leur nouvelle vie, Victoria et moi leur offrons 1,5 million de dollars pour leur première maison. Applaudissements, rires, du genre qui montre que l'argent n'est plus vraiment de l'argent, mais juste une ponctuation. Puis il se tourna vers moi. Nous aimerions pouvoir offrir autant à chacun de nos enfants, dit-il, voix posée. Mais tout le monde ne choisit pas un chemin qui mérite d'être soutenu. Certains invités rirent, d'autres détournèrent les yeux. Je ne sentis même pas mon verre glisser de ma main. Je ne sentis la douleur que lorsque je vis une petite coupure sur ma paume, faite par la tige brisée. Un serveur accourut. Je marmonnai quelque chose et partis, non, je flottais, dans le couloir jusqu'à trouver la salle de bain la plus proche et fermer la porte derrière moi. Je la verrouillai et, pour la première fois depuis des années, je me suis laissé complètement aller. Un léger coup à la porte me sortit de la spirale. Ivy, c'est grand-mère Ruth. J'ai appuyé mes paumes contre le comptoir en marbre, me suis essuyé le visage du mieux que je pouvais, puis j'ai entrouvert la porte. Elle entra, refermant lentement derrière elle. Ses yeux me scrutèrent comme ils l'avaient toujours fait, pas pour chercher des défauts, mais pour y déceler la vérité. Elle me prit la main, et nous nous sommes assis ensemble sur le banc en velours près de la fenêtre. Aucune de nous ne parla pendant un instant. Ton père, dit-elle enfin, a toujours confondu cruauté et lucidité. J'essayai de sourire. Il s'effondra à mi-chemin. Je croyais pouvoir encaisser. Je pensais être au-delà du besoin de quoi que ce soit venant de lui, dis-je. Mais visiblement, non. Ce n'est pas à toi d'avoir honte, dit-elle en me serrant les doigts. Ce sont eux qui sont trop fiers pour admettre qu'ils n'ont jamais su aimer que ce qui leur ressemble. Elle se redressa légèrement et je remarquai la fatigue sous son fond de teint, le tremblement dans sa main. Tu n'as pas l'air en forme. Je ne le suis pas, dit-elle simplement. Cancer du pancréas, stade 4, diagnostiqué il y a 6 semaines. On m'a donné tout au plus quelques mois. Ma respiration se coupa. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je ne voulais pas gaspiller le peu de temps qu'il me reste en larmes. Je me suis préparée à la place, pour ce soir, pour ce qui vient après. Elle sortit une enveloppe de son sac à main. Je reconnus le sceau d'un avocat. Ton grand-père m'a laissé plus que ce que quiconque n'a jamais su. Des investissements, des propriétés, des actifs que ton père croyait faire partie du trust. Je les ai gardés à part, discrètement. Je la fixai, stupéfaite. J'ai modifié mon testament. La majeure partie servira à créer ce que j'aurais dû bâtir il y a des années, une fondation pour les artistes, pour ceux qu'on oublie. Et je veux que tu la diriges. Je secouai la tête. Ils vont détester ça. Ils vont me détester. Qu'ils le fassent, dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été de toute la soirée. Ce soir, je vais faire une annonce. Et je veux que tu sois à mes côtés. Je ne répondis pas tout de suite, mais je ne dis pas non. Elle se leva lentement, me tendit la main. On y va, dit-elle. Et ensemble, nous sommes retournés vers le tumulte. La salle de bal avait retrouvé son murmure feutré. Des rires flottaient au-dessus des cordes d'un quatuor. Les assiettes tintaient. Mon père tenait la cour près de la fontaine de champagne, Céleste rayonnante à ses côtés. Personne ne remarqua lorsque grand-mère Ruth monta sur la petite estrade où le quatuor avait joué plus tôt. Mais au moment où elle parla, la pièce changea d'atmosphère. Si vous me le permettez, dit-elle doucement mais clairement, j'aimerais dire quelques mots. Les conversations s'estompèrent, les regards se tournèrent. En tant que matriarche de cette famille, j'ai eu le privilège de voir grandir mes 2 petites filles. Ce soir, vous avez entendu parler de contrats et de CV brillants. Laissez-moi maintenant vous parler d'autre chose.
Elle me repéra dans la foule. Ma petite fille Ivy a créé un programme artistique communautaire à Brooklyn qui touche des enfants qui, autrement, n'auraient peut-être jamais tenu un pinceau. Elle leur apprend à voir la beauté là où d'autres détournent le regard, à trouver une voix là où tant d'autres sont réduits au silence. La salle était figée. Elle a fait tout cela sans applaudissements, sans ressources, sans reconnaissance. Jusqu'à maintenant. Mon père fit un pas en avant, mais grand-mère Ruth ne broncha pas. J'ai le plaisir d'annoncer la création de la Fondation Ruth Langford pour l'accès à la création, avec une dotation initiale de 15 millions de dollars. Ivy en sera la directrice. La fondation soutiendra l'éducation artistique dans les communautés défavorisées de New York. Quelques halètements, quelques yeux écarquillés. Le verre de ma mère resta suspendu en l'air. Car un héritage, ajouta Ruth, devrait se mesurer non pas en statut, mais en impact. Elle descendit de l'estrade sans attendre d'applaudissements, prit mon bras comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit, et nous sortîmes ensemble dans le silence. Nous avons glissé dans le couloir, loin des escaliers et des murmures, Ruth s'appuyant légèrement sur mon bras. Mon cœur battait, non pas de peur, mais de quelque chose de plus tranchant, comme une libération. Cela faisait des années que j'attendais de dire tout ça, murmura-t-elle. Avant que je puisse répondre, Céleste apparut au bout du couloir. Ses talons claquaient doucement en s'approchant, son expression impénétrable. Pendant un instant, je me préparais à revivre la même scène, une nouvelle défense de l'image familiale, un nouveau rappel de ma place. Mais quand elle s'arrêta devant moi, sa voix fut douce. C'était incroyable. Je hochai la tête prudemment. Elle hésita, puis ajouta. Je suis désolée. Pour ce que papa a dit. Pour ce que moi, je n'ai pas dit. Je la regardai. Tu n'étais pas obligée. Si, je l'étais, dit-elle. Je le sais depuis longtemps. Je n'ai juste jamais su comment le dire, sans tout briser. Il y avait un tremblement dans sa voix que je ne reconnaissais pas. Je voulais être écrivaine, dit-elle. Au lycée, j'écrivais des histoires étranges, sans intrigue, juste des gens qui pensaient trop. Je clignai des yeux. Mais on m'a dit que ce n'était pas sérieux, que je devais viser plus haut. Alors j'ai arrêté. Elle haussa les épaules comme si ce n'était rien, mais ses yeux disaient le contraire. Avant que je puisse parler, la voix de ma mère retentit du haut des escaliers. Ivy, ton père aimerait te parler dans le bureau. Céleste jeta un regard par-dessus son épaule, puis me fixa à nouveau. Sois prudente. Je me tournai vers Ruth. Sa main reposait déjà sur mon épaule. Nous y allons ensemble. Le bureau était exactement comme dans mes souvenirs, des livres reliés en cuir que personne ne lisait, un bureau en acajou, une peinture du domaine au-dessus de la cheminée comme si c'était un héritage figé dans l'huile. Mon père se tenait derrière le bureau, les bras croisés. Ma mère était assise sur le bord du canapé, arborant déjà l'expression qu'elle réservait aux clients difficiles et aux embarras familiaux. C'était inapproprié, dit-il sans même nous saluer. Tu nous as pris au dépourvu. Ruth ne broncha pas, vous avez fait une annonce financière concernant une petite fille. J'en ai fait une autre concernant l'autre. Ce n'est pas la même chose, s'emporta ma mère. 15 millions pour de la peinture à doigts et des écoles publiques. Je fis un pas en avant, sans me laisser le temps d'hésiter. Ce ne sont pas des peintures à doigts, dis-je. C'est un programme légitime qui change des vies. Quelque chose que j'ai construit à partir de rien. Quelque chose qui compte. Mon père plissa les yeux. C'est de l'argent familial. Non, répondit Ruth calmement. C'est mon argent, et la fondation a déjà été établie. Le trust est irrévocable. Vous êtes libre de le contester, mais je doute que les gros titres rendent justice à votre héritage. Le silence devint électrique. Ma mère se leva brusquement. Tu ne comprends pas comment ces décisions affectent la famille. Si, je comprends, répondis-je. J'ai juste arrêté de prétendre qu'elle ne m'affectait pas. Ruth posa sa main dans mon dos, pour m'ancrer. Nous avons terminé ici. En nous retournant pour partir, je sentis un poids se lever, non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce que je n'avais plus besoin qu'ils le fassent. Et pour la première fois de ma vie, je quittais cette pièce sans me laisser derrière. Le loft sentait encore la peinture fraîche et la sueur. La lumière entrait à flot par les grandes fenêtres, projetant de longues ombres sur les planchers de l'atelier. Des rires d'enfants résonnaient dans la pièce voisine, leurs voix faisant écho dans la galerie où nous venions d'accrocher une nouvelle série d'œuvres d'élèves. 8 mois s'étaient écoulés depuis la fameuse soirée. La fondation accueillait désormais plus de 100 enfants par semaine dans les 5 arrondissements. Nous avions 3 artistes pédagogues,
une conseillère à temps partiel, et grâce à Milo, un système administratif qui fonctionnait vraiment. Céleste venait tous les jeudis. Elle aidait à la recherche de subventions, apportait des goûters, s'asseyait même avec les plus jeunes pendant les ateliers. Un jour, après une session particulièrement chaotique, elle regarda ses mains couvertes de peinture et dit : « Je ne me suis pas sentie aussi libre depuis des années. » Ruth ne pouvait plus venir souvent. Les traitements étaient éprouvants, et les trajets depuis son appartement l'essoufflaient. Mais elle appelait toujours, voulait des nouvelles, et chaque décision qu'elle prenait comptait. La semaine dernière, elle m'a demandé de la peindre. Je l'ai fait lentement, minutieusement, un coup de pinceau par jour. Elle, assise sur sa chaise de jardin, enveloppée dans son gilet bleu préféré, entourée de roses. Son visage était à la fois net et doux, comme elle l'avait toujours été. Aujourd'hui, j'ai accroché le tableau terminé à l'entrée de la fondation. En dessous, j'ai inscrit les mots qu'elle m'avait un jour murmurés et n'avait jamais repris. Parfois, ce qui te sauve ne vient pas enveloppé d'amour, mais de clarté. Je suis restée là longtemps, à la regarder veiller sur nous, et j'ai senti quelque chose se poser dans ma poitrine. Pas de la fierté, ni du soulagement, mais quelque chose de plus silencieux. Un morceau de moi que j'avais mis toute une vie à retrouver.